Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'inefficacité de la partie 7 qu'on a souvent mentionnée depuis 2 jours. Je vais vous donner mon diagnostic du problème d'un point de vue juridique et proposer quelques pistes de solutions sur comment on pourrait remédier au problème et faire en sorte que la partie 7 devienne plus efficace à l'avenir. Alors, je ne suis pas le seul à le dire. On constate depuis plusieurs années que l'article 41, qui est l'article, la disposition clé de la partie 7, n'est pas à la hauteur. Elle ne permet pas d'atteindre les résultats qui étaient souhaités lorsque la partie 7 a été adoptée pour une première fois en 1988 et encore lorsqu'elle a été modifiée en 2005. Donc là, déjà en 2010, le comité sénatorial permanent sur les langues officielles, ou des langues officielles, pardon, dans son étude sur la mise en œuvre de la partie 7, disait ceci. Nous constatons que 4 ans et demi après les modifications apportées à la loi, les gestes concrets sont moins nombreux que nous l'aurions souhaité. Certaines institutions fédérales tardent à agir car elles ne comprennent pas totalement la portée de leurs obligations. Nous sommes d'avis que le gouvernement doit faire en sorte de mieux guider les institutions fédérales dans leur démarche et qu'il doit le faire en précisant l'intention du législateur. Donc, on aurait pu peut-être espérer que suite à un rappel comme celui-là, qu'il y aurait eu quelques changements, mais en fait, 9 ans plus tard, dans son dernier rapport, dans le cadre de son étude de la modernisation de la loi, le comité a dit à peu près la même chose. Année après année, un constat demeure, les institutions fédérales s'approprient difficilement les objectifs de la partie 7 de la loi. Cela entraîne une mauvaise compréhension et une application variable de ces obligations. Et les problèmes que l'on constate au niveau de la mise en œuvre sur le plan administratif à l'interne chez les institutions fédérales se reproduisent également sur le plan juridique. Alors, l'an dernier, dans une décision découlant d'un recours intenté en vertu de la loi sur les langues officielles, la Cour fédérale a dit ceci en ce qui concerne l'article 41. Il s'agit d'une obligation générale de faire quelque chose et non d'une obligation dirigée vers un résultat précis. En l'absence de règlement qui pourrait en circonscrire l'amplitude, la discrétion laissée aux institutions fédérales demeure donc entière. En somme, l'article 41 n'impose pas d'obligations précises et particulières aux institutions fédérales. Il n'est pas une mesure de contrôle. Alors là, force est de constater que ça, c'est un échec total sur le plan de la mise en œuvre parce que, justement, l'interprétation que vous voyez devant vous, c'est justement l'interprétation qui avait déjà été retenue par la Cour d'appel fédérale en vertu de l'ancienne version de l'article 41 avant les modifications de 2005. Et justement, l'objectif, et c'est très clair en lisant les débats législatifs ayant mené aux modifications de 2005, l'objectif à l'époque, c'était justement de contrecarrer directement la décision de la Cour d'appel fédérale dans cette décision-là et d'amener les tribunaux à scruter directement des décisions individuelles d'institutions fédérales. Et malgré ça, et malgré un débat législatif très clair, qui ont été justement portés devant le juge Gascon par les avocats du commissaire et de la Fédération, malgré ça, en raison, entre autres, du libellé, de la façon qu'on a rédigé l'article 41, le juge Gascon en est arrivé à la conclusion que vous avez devant vous. Donc, moi, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est vous offrir la perspective juridique sur le problème. Et par perspective juridique, j'entends surtout la perspective des tribunaux, c'est-à-dire comment est-ce qu'une disposition comme l'article 41 serait interprétée dans le cadre d'un différend ou d'un litige entre le gouvernement et une partie intéressée. Il y a évidemment plusieurs autres façons qu'on pourrait aborder la question. Il y a évidemment des enjeux au niveau de l'administration publique. On pourrait étudier la question du point de vue de la science politique, comme va le faire tout à l'heure Martin. Politologue ou sociologue? Politologue, c'est ça, oui. Évidemment, la sociologie aussi. Mais bon, étant juriste, je vais aborder la perspective juridique. Et en effet, comme je viens de le mentionner, les enjeux juridiques et judiciaires, c'est-à-dire la question de la mise en œuvre devant les tribunaux, ont longtemps été au cœur des controverses qui ont entouré l'article 41. Et comme je l'ai dit, le but des modifications de 2005 était justement d'assujettir les obligations en vertu de la partie 7 à l'examen et aux compétences des tribunaux.
Donc, pour le dire autrement, on pourrait dire que l'objectif de la réforme était de permettre aux tribunaux, en utilisant ce qu'on pourrait appeler la rationalité juridique, pour la distinguer d'autres formes de rationalité, de juger si une institution fédérale se conformait à ses obligations en vertu de la partie 7. Bon, là, j'ai non seulement un ancien juge de la Cour suprême du Canada devant moi, mais également un ancien professeur de droit qui m'a enseigné alors que j'étais aux études. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de philosophie du droit. Mais pour simplifier énormément, voici comment je résumerais les fondements de la rationalité juridique. La personne qui veille au respect de la loi, donc que ce soit la police, le procureur de la couronne qui doit porter une accusation, un ombudsman ou d'autres parties intéressées qui utilisent leur pouvoir d'intenter un recours devant les tribunaux. Ces personnes-là doivent être en mesure de démontrer que la loi n'a pas été respectée. Ce qui implique, entre autres, que le tribunal, lui, doit être en mesure de déterminer quelles sont les actions qui sont commandées, qui sont interdites ou qui sont autorisées par la loi qu'on invoque. Oh, pardon, je vais trop vite. Donc, ce que ça veut dire en pratique, c'est que toute loi ou toute disposition législative particulière doit répondre en même temps à deux objectifs différents. D'une part, elle doit énoncer ce que doit ou peut faire ou ne pas faire une personne ou une entité quelconque. Elle doit, deuxièmement, permettre de constater que ces exigences n'ont pas été respectées. Donc, le premier volet, c'est surtout une question d'interprétation, c'est-à-dire on doit être en mesure, en lisant la disposition, de comprendre ce qui est interdit ou ce qui est autorisé. Dans un deuxième temps, c'est plutôt une question de preuve, c'est-à-dire qu'on doit être en mesure de démontrer avec des éléments de preuve à un tribunal ou un autre décideur que, en effet, ce qui a été prescrit n'a pas été respecté. Parce que si on n'est pas en mesure de faire ça, la norme risque de demeurer lettre morte. Bon, en ce qui concerne le volet interprétatif, c'est-à-dire la question de la rédaction, évidemment, il n'y a aucune disposition législative qui va atteindre parfaitement l'objectif d'énoncer ce qui est permis, ce qui est interdit, ou ce qui doit être fait. Bon, dans presque tous les cas, les tribunaux vont devoir s'adonner à un certain exercice d'interprétation. Ils vont devoir faire ressortir certaines prémices qui sont implicites dans la disposition elle-même, soit dans la disposition ou dans l'économie générale de la loi et les rapports entre la disposition et les autres parties de la loi. Mais on peut dire que de façon générale, plus une disposition est précise, plus l'interprétation sera simple. Alors là, je vous donne comme exemple deux normes juridiques. Évidemment, il y a le panneau routier à gauche. C'est très précis, c'est très clair. On n'a aucune difficulté à savoir ce qui nous est demandé. On ne peut pas conduire plus que 15 km/h sur un chemin où est affiché un tel panneau. Bon, évidemment, même là, il y a des éléments de contexte qu'il faut dégager. Bon, il faut comprendre que c'est une norme qui s'applique aux conducteurs d'automobile et non pas aux piétons. Bon, si un piéton arrive à marcher plus que 15 km/h, bien, bravo, tu es en excellente santé. Et je ne pense pas que la police va donner une amende. En contrepartie, si on examine une norme comme celle qui est à l'article 7 de la Charte des droits et libertés, on voit chacun a le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Bon, alors, ça mange quoi en hiver, ça? Bon, la vie, la liberté, la sécurité de la personne. Bon, la vie, ça se comprend assez facilement, mais la liberté et la sécurité de la personne, c'est des concepts très larges. Et ensuite, on dit qu'on peut seulement y porter atteinte en conformité avec les principes de justice fondamentale. C'est quoi la justice fondamentale? Qu'entend-on par ce terme? Et en fait, si on retourne dans l'historique de l'article 7, on découvre que c'est un concept qui a été inventé de toutes pièces à l'époque pour justement le distinguer d'autres concepts juridiques. Donc, il y a un travail d'interprétation beaucoup plus lourd à faire pour les tribunaux pour donner un sens concret à l'article 7 dans des cas particuliers. Donc, selon moi, l'inefficacité de l'article 41, tant sur le plan administratif que sur le plan judiciaire, découle de la façon dont le législateur a choisi de répondre au double impératif que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire d'énoncer clairement
ce qui est permis ou ce qui n'est pas permis ou ce qui est requis, et d'autre part, de permettre qu'on puisse démontrer qu'il y a eu un non-respect de la norme. Et le problème, évidemment, découle du fait que l'article 41 est rédigé de façon très générale. Alors, la question se pose, pourquoi l'article 41 est-il rédigé de façon aussi générale? Alors, juste un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas la disposition de façon aussi intime que moi. Voici l'article 41, ou du moins les deux premiers paragraphes. On voit le gouvernement fédéral s'engage à favoriser l'épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, ainsi qu'à promouvoir la pleine reconnaissance et l'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne. Et d'ailleurs, dans la première mouture de la version actuelle de la loi sur les langues officielles, l'article 41, c'était ça. Et ensuite, en 2005, on a ajouté les paragraphes 2 et 3, entre autres le paragraphe 2 qui était considéré comme l'élément clé, qui impose clairement une obligation aux institutions fédérales. Mais je pense qu'on va tous s'entendre que c'est une disposition qui est rédigée de façon très générale. Donc là, la question se pose, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'adopter un libellé aussi général que celui-là, sachant que ça comportait certains risques sur le plan de la mise en œuvre? Tout ça, pour le comprendre, je pense qu'il faut remettre l'article 41 dans son contexte. Donc, quelle est la fonction de l'article 41 dans le cadre de l'économie générale de la loi sur les langues officielles? Donc, de façon générale, la loi, elle, vise à mettre en œuvre le principe d'égalité de base qui est énoncé à l'article 16 de la Charte, que j'ai reproduit pour vous. Le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada, statut et droits, privilèges égaux, etc. Et il y a également, au paragraphe 3, le principe de progression vers l'égalité et de statut ou d'usage du français et de l'anglais dans la société. Et là, j'ai omis le paragraphe 2 qui s'applique uniquement au Nouveau-Brunswick. Donc, pour mettre en œuvre ce principe-là, la LLO, elle, dans son libellé même, se donne deux objectifs généraux. Premièrement, de faire en sorte que l'égalité des langues officielles soit respectée dans le fonctionnement des institutions fédérales, et ce, tant à l'interne que dans leur rapport avec la société. Et deuxièmement, d'appuyer le développement des minorités francophones et anglophones et de faire en sorte à ce que l'État fédéral contribue à la progression vers l'égalité des deux langues officielles dans la société canadienne. Et justement, Maître Bastarache a mentionné tout à l'heure, et on a entendu parler de la commission Laurando-Dunton hier aussi. Justement, un des points qui étaient ressortis des travaux de la commission, c'était que l'État fédéral, c'est une organisation énorme et qui a quand même une influence très importante sur la société. Pour qu'il y ait une réelle égalité entre l'anglais et le français au Canada et entre la communauté francophone et la communauté anglophone, il faut que cette influence-là soit exercée de façon égale, c'est-à-dire au profit égal des deux langues dans la société. Donc, la loi, elle contient un grand nombre de dispositions qui visent à mettre en œuvre ces objectifs généraux-là dans des secteurs très précis. Donc, il y a la partie 4 qui porte sur les services, la partie 5 qui porte sur la langue de travail et la partie 3 qui porte sur les décisions judiciaires, entre autres. Mais il y a une dimension additionnelle à cette problématique-là, au problème de l'égalité linguistique, la dimension que j'appelle, moi, la dimension sociologique. Et cette dimension-là est transversale à la loi dans son ensemble, en ce sens que c'est une dimension qui est présente dans tous les secteurs où la loi est censée s'appliquer. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut cantonner dans un endroit et dire, bon, voici les mesures sociologiques que doit prendre l'État fédéral. C'est une composante de ce que doit faire l'État fédéral dans tout ce qu'il fait. Et selon moi, la partie 7 de la loi est appelée justement à poser les normes qui sont censées gérer cet aspect-là du fonctionnement de la loi. Donc, qu'est-ce que je veux dire par la dimension sociologique de la loi? C'est une dimension qui s'articule selon deux axes, selon moi. Le premier, c'est le principe de l'égalité dite réelle des langues officielles dans le fonctionnement de l'État fédéral. Et le deuxième, c'est le principe de l'appui aux communautés minoritaires et à l'égalité sociale des langues officielles.
Pour ce qui est du premier axe, donc on a parlé tout à l'heure de la distinction entre l'égalité formelle et l'égalité réelle. L'égalité réelle signifie que lorsqu'on prodigue un service, on confère un avantage, on accorde un traitement particulier. Bref, il faut tenir compte des différences entre les groupes. Je ne vais pas vous faire un résumé de l'égalité réelle, mais entre autres, il faut tenir compte des différences socioculturelles entre les groupes pour pouvoir mesurer l'effectivité d'un service ou d'un traitement ou l'effet sur cette communauté-là. Si on ne tient pas compte de cette dimension-là, on ne sera pas en mesure de satisfaire à l'exigence d'égalité. Donc voilà une première dimension sociologique. La deuxième dimension concerne l'appui, ou le deuxième axe concerne l'appui aux communautés elles-mêmes et à l'égalité sociale. Donc, d'une part, ce qu'on cherche à faire, c'est de rehausser le statut du français dans la société canadienne. Ça, c'est un objectif sociologique en soi. Et deuxièmement, on cherche à contribuer au maintien des communautés de langue officielle en situation minoritaire, entre autres parce qu'un des grands objectifs de la loi, c'est de renforcer la situation du français, qui est une langue vulnérable. Et là, je pense que de plus en plus, on peut reconnaître que ça devient le cas pour la langue anglaise au Québec, parce que la dynamique a sensiblement changé depuis les années 70. Bref, ce que ça veut dire, c'est que l'État fédéral doit adopter des mesures qui touchent ou qui sont sensibles au ressort de la vitalité des communautés linguistiques lorsqu'il s'adonne à une activité quelconque. Ce qui veut dire que l'État doit tenir compte des variables sociolinguistiques, puis je pense entre autres au modèle de la vitalité ethno-linguistique qui a été développé entre autres par notre cher Rodrigue qui est avec nous ici aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'atteinte de chaque objectif exige une action transversale. Il n'est pas suffisant d'énoncer des normes précises applicables à chaque domaine. Il faut en plus que tous ces facteurs-là soient considérés en amont, c'est-à-dire qu'il faut régir non pas juste les mesures qui sont prises, mais le processus décisionnel qui mène à l'adoption des mesures pour s'assurer que tous ces facteurs-là, qui sont très complexes, soient incorporés au processus décisionnel et à l'adoption des mesures comme telles. C'est pour ça que la partie 7 est tellement importante, parce que, bon, évidemment, le commissaire et les tribunaux ont un rôle très important à jouer dans la mise en œuvre de la loi, mais ils peuvent seulement réagir après coup. Il faut en plus s'assurer que les enjeux potentiels, les besoins soient identifiés en amont. Alors, ce qui nous amène à la raison pourquoi l'article 41 a été rédigé de façon aussi générale. C'est que l'article 41, lui, est censé s'appliquer à toute la galaxie des institutions fédérales qui ont des missions différentes, des cadres législatifs différents, des impérativités différentes, etc. C'est très complexe de prédire à l'avance tout ce que toutes ces institutions-là devraient faire pour pouvoir se conformer à cet objectif-là. Il y a deux stratégies de base qu'on pourrait retenir. Il y a celle d'énoncer un grand nombre de normes précises qui sont applicables à chaque institution individuellement, ce qui serait premièrement fastidieux, mais deuxièmement pourrait être très difficile à faire à l'avance, justement parce qu'aucun législateur va être en mesure de prendre connaissance de toute cette information-là et de tous ces facteurs-là de façon convenable. Le deuxième modèle qu'on pourrait retenir, c'est celui d'énoncer une norme générale qui énonce un principe de base et s'attendre à ce que ce principe-là soit mis en œuvre dans le contexte des diverses institutions. Et c'est la stratégie qu'on a retenue. Et comme le démontre la Charte d'ailleurs, c'est un choix qui se défend. Donc des fois, la meilleure chose à faire, c'est d'adopter un principe général et s'attendre à ce qu'il soit précisé au cas par cas par les intervenants concernés. Dans le cas de l'article 23, par exemple, justement, à l'époque où on a adopté l'article 23, les communautés reprochaient au gouvernement le fait que l'article 23 a été rédigé de façon aussi générale. On voulait quelque chose de plus précis, mais en bout de ligne, c'est un choix qui a bien fonctionné parce que justement, la généralité du principe qui a été reconnu à l'article 23 a permis aux tribunaux de vraiment insuffler beaucoup de vie dans l'article 23 et de reconnaître, entre autres, un droit de gestion et de contrôle qui n'aurait peut-être pas été reconnu si on avait adopté un libellé plus précis à l'époque. Mais dans le cas de l'article 41, tout ça, ça s'est avéré un échec. Parce qu'avec le libellé actuel, il y a trop de variables à considérer. Je pense que ce qu'il faut reconnaître, c'est que si c'était une mesure constitutionnelle, les tribunaux adopteraient peut-être une approche différente. Mais les tribunaux, de façon générale, pour des raisons qui tiennent à la sociologie du droit, vont être plutôt conservateurs du point de vue tempérament lorsqu'ils ont à interpréter des textes. Et vu qu'il s'agit d'une mesure législative,
les tribunaux vont être plus réticents à vouloir s'adonner à l'exercice d'interprétation large qu'ils ont suivi dans le cadre de la Charte, par exemple. Lorsque on se retrouve face à une ambiguïté comme celle qu'on a dans l'article 41, il est très facile pour un juge qui se sent un peu incertain, un peu mal à l'aise, de dire, ben, si le gouvernement ou si le Parlement avait voulu vraiment aller aussi loin, il l'aurait dit explicitement dans la loi, et d'adopter plutôt une interprétation plus conservatrice et plus limitée. Et ça, malgré tous les principes d'interprétation qui ont été reconnus par la Cour suprême, entre autres dans Beaulac et dans d'autres décisions, c'est un peu la réalité sur le terrain. Et donc, la question se pose, comment répondre à ce défi-là? Bon, là, on conteste actuellement la décision du juge Gascon et j'espère que la Cour d'appel fédérale ou sinon la Cour suprême va corriger son erreur. Mais je pense que ce serait préférable d'éviter ce problème-là autant que possible à l'avenir. Donc, il y a 4 outils principaux qui, selon moi, pourraient être employés pour rendre la partie de l'article 41 plus exécutoire. Le premier, c'est la consultation, évidemment, qui est, selon moi, absolument incontournable. Puis en fait, c'est le principe de base qui ressort de l'article 23 ou de la jurisprudence relative à l'article 23. Le seul moyen de prendre connaissance des besoins, le seul moyen de prendre connaissance des effets d'une mesure potentielle sur une communauté, c'est de la consulter. Parce que l'État, lui, n'a pas les connaissances requises, n'a pas accès à l'information requise. C'est une charge qui est trop lourde. Finalement, pour l'État, ce n'est pas une question de volonté. L'État, tout simplement, en tant qu'organisation, n'a pas les capacités requises. Et donc, la consultation, c'est le seul moyen d'aller chercher l'information. Il y a les règlements et il y a déjà une disposition qui permet l'adoption de règlements, mais elle est facultative pour l'instant. Il n'y a aucun règlement qui a été adopté. Il y a également l'idée d'entente exécutoire avec les communautés. C'est entre autres le modèle que j'ai proposé au comité sénatorial lorsque j'ai comparu à l'automne. Selon moi, il faudrait d'une part institutionnaliser le processus de consultation, donc exiger qu'il y ait des consultations, et exiger également qu'il y ait une conclusion d'entente exécutoire, parce que c'est dans le processus de négociation qu'on va pouvoir préciser exactement quels sont les besoins, quels seront les effets de telle et telle mesure. Et là, une fois qu'on a une entente, bien là, elle va être plus concrète, elle va être plus précise, et ça va être beaucoup plus facile de se rendre devant les tribunaux et de dire « l'entente n'a pas été respectée ». Et enfin, on peut adopter tout simplement de nouvelles dispositions législatives. C'est un peu le pari qu'a fait la Fédération des communautés francophones et acadiennes dans leur projet de loi. Je constate que leur modification à la partie 7 fait à peu près 30 pages. Puis il y a toutes sortes de choses intéressantes là-dedans. Eux aussi prévoient la conclusion d'ententes exécutoires avec les communautés. Mais ils ajoutent aussi plusieurs obligations précises pour toute une variété d'institutions fédérales qui sont particulièrement touchées par la question des droits linguistiques. Donc, c'est un peu un mélange de toutes les différentes mesures qu'on pourrait adopter. Donc, je vois que j'ai déjà dépassé mon temps. Je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre patience. Question, je voulais intervenir après la présentation de M. Labelle. M. Normand m'a réconforté un peu. On parle de l'intention du législateur quand on parle de S3. C'est mal comprendre comment les lois au fédéral sont développées. Le projet de loi S3 est un projet de loi privé qui a été introduit, vous l'avez très bien présenté, par le sénateur Gauthier. Je n'essaierai pas de vous convaincre que la partie 7 est parfaite, elle est loin d'être parfaite. Par contre, lorsqu'on remonte à 88, elle n'a jamais été pensée comme devant être exécutoire, elle était déclaratoire. C'est un engagement du gouvernement à favoriser l'épanouissement des communautés minoritaires. Lorsque M. Gauthier arrive avec son projet de loi en 2005, en fait, en 2004, mais c'est effectivement la énième version du même projet de loi. Ce projet de loi-là a été adopté sans qu'il ait été rédigé par le ministère de la Justice, sans qu'il y ait eu des discussions au cabinet sur les tenants et les aboutissants du projet de loi. Si la fonction publique fédérale l'avait développé, on aurait voulu préciser beaucoup d'autres choses dans la partie 7, la notion d'épanouissement, par exemple. Et on aurait certainement ajouté des mécanismes de mise en œuvre.
la partie 4 regorge de mécanismes, et puis il est très clairement prévu qu'il y aura un règlement. Le règlement a été pris quelques années après son adoption en 88. Alors, de parler de présenter la partie 7 comme étant elle est pleine de trous, mais elle n'a jamais été conçue pour être justiciable. Et je suis tout à fait d'accord avec les commentaires de Linda Cardinal de l'époque. La partie 7, rajouter un patch de judiciarisation sur la partie 7, en soi, ça ne réglait pas le problème. On agissait un peu dans l'urgence à l'époque. Il y a eu des élections fédérales en janvier 2006. Donc, le temps de gestation du projet de loi S3 en Chambre a été assez court. Et il y a eu des négociations avec les proposeurs du projet de loi pour ajouter des dimensions qui paraissaient importantes, comme par exemple le respect des dispositions des juridictions provinciales. Sans quoi, là, au niveau du gouvernement fédéral, on avait très, très peur de ce que S3 pouvait vouloir dire. Mais ça n'a jamais fait l'objet, la refonte de la partie 7 pour la rendre justiciable n'a jamais fait l'objet des consultations, du débat public et de l'examen minutieux qu'elle aurait dû avoir pour être finalement un projet de loi solide dont la mise en œuvre était claire, où les concepts auraient été définis. Alors, ce n'est pas surprenant que Gascon dise que sans règlement, il ne peut pas définir, il ne peut pas arriver à la conclusion que dans quelles circonstances des mesures précises sont-elles exigées. Par contre, Gaston précise des choses que le ministère de la Justice, pour lesquelles le ministère de la Justice argumentait le contraire. Gaston précise que ce sont chaque institution fédérale qui doivent prendre des mesures et doivent le prendre dans chacune des communautés visées. Il conclut que EDSC a montré amplement qu'ils ont pris des mesures en Colombie-Britannique, mais la loi ne précise pas que des mesures positives doivent être prises dans chaque cas. Alors, c'est ça qui pourrait être clarifié dans un règlement, dans une modernisation de la loi, mais la prochaine étape, c'est sans doute la modernisation de la loi et avec ou sans règlement éventuel. Alors, critiquer la partie 7, c'est facile parce qu'elle est éminemment critiquable. Oui, donc quelques commentaires en réponse. Je suis d'accord avec vous que tout ce que vous avez décrit aurait été idéal, ça avait été fait. Mais je dois vous dire que, à mon avis, d'un point de vue juridique, c'est d'une pertinence assez mitigée. Parce que le législateur est le législateur. La loi a été adoptée, point la ligne. Et le fait qu'il s'agisse d'un projet de loi privé ou un projet de loi qui découle d'une initiative interne du gouvernement ne modifie aucunement son caractère, qu'il soit exécutoire, déclaratoire, etc. Donc, la question de savoir quel est le contenu de l'article 41, c'est une question qui doit être répondue en utilisant les outils ordinaires de l'interprétation des lois. Et on ne doit pas adopter une approche différente pour l'article 41 parce que c'est un projet de loi privé. Et donc là, ce qu'il faut tenir compte, ou ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que justement, l'interprétation qui avait été retenue par les tribunaux à l'époque de l'ancienne article 41, c'est justement ce que vous avez décrit, c'était déclaratoire, c'était un engagement politique et il n'y avait aucune obligation précise qui en découlait. Mais en fait, j'insiste à mentionner que les avocats du ministère de la Justice, entre autres Warren Newman, qui était au symposium lundi et mardi, lorsqu'ils ont comparu devant le comité sénatorial qui étudiait le projet de loi de M. Gauthier, a reconnu qu'à l'époque, même sous l'ancienne version de l'article 41, il y avait une obligation qui aurait été mise en vigueur par le biais du droit administratif, d'agir, et d'agir de manière non dérisoire. Donc, le gouvernement ne pouvait pas rien faire par rapport à l'article 41, mais on ne pouvait pas se servir des tribunaux pour imposer des mesures particulières. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a adopté l'article 41, ou la nouvelle version, en particulier le paragraphe 2. Donc, je conviens avec vous qu'il n'est pas parfait, et j'aurais adoré que toutes ces notions-là aient été précisées, mais ça m'aurait peut-être empêché d'écrire ma thèse de doctorat que j'ai écrite. Mais n'empêche que c'est une disposition qui témoigne d'une volonté de réagir à un contexte assez particulier. Et selon moi, la conclusion est inéluctable que le paragraphe 2 était censé imposer des obligations d'agir dans des contextes précis.
déterminer le contenu de cette obligation-là, c'est quelque chose de très difficile, justement parce que la disposition n'est pas parfaite, mais ce n'est pas un problème nouveau. Ça arrive souvent que les législateurs adoptent des mesures qui ne sont pas parfaites, qui sont assez mal rédigées, qui ne tiennent pas compte de sortes de facteurs pertinents. Mais selon moi, ce n'est pas quelque chose qui devrait empêcher les tribunaux de donner effet à l'intention du législateur, qui était d'imposer une obligation exécutoire. Et la question des règlements, selon moi, c'est un faux fuyant, parce que l'intention à l'époque n'était absolument pas d'assujettir l'obligation d'agir et de prendre des mesures à l'existence d'un règlement. Et d'ailleurs, le paragraphe 3, lui, fait en sorte que les règlements, l'adoption d'un règlement, c'est une question purement facultative. Et le caractère exécutoire d'une norme législative ne peut pas être soumise à l'existence d'un règlement, parce que là, on porte atteinte au principe de la hiérarchie des normes juridiques. Pas le temps de rentrer dans le détail, là, mais voilà. OK. Rapidement, question-commentaire pour vous deux. On parle beaucoup de la partie 7 en termes de ce que ça fait pour les communautés, faire avancer la vitalité des communautés. Que pensez-vous de l'autre partie de la partie 7, c'est-à-dire faire avancer l'usage et l'égalité des langues dans la société canadienne? Est-ce qu'il y a des modifications qui devraient être faites sur cette partie de la loi? Martin, est-ce que tu vas ajouter ça, incorporer ça à ta réflexion? Je pense que ça s'inscrit un peu dans la discussion, l'inquiétude aussi exprimée ici sur la manque d'intérêt chez la majorité. Qu'est-ce que la loi fait pour la majorité? Bien là, il y a quelque chose dans la partie 7 qui est là pour eux, mais dont on parle presque jamais. Alors, est-ce qu'on aura quelque chose à dire? Même si c'est un angle mort dans la discussion, ça mérite de mentionner. Merci. Merci. Monsieur Pasternak. Ensuite, je pense Pierre Boucher. Oui, je sais que j'en ai plusieurs. Je vais être bref, je veux juste mentionner deux choses. Une des choses importantes, c'est que vous avez, je crois, sous-estimé le rôle du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice était contre l'adoption de l'article et ils étaient contre l'adoption de règlements. Parce qu'ils étaient contre les règlements, le bureau du commissaire aux langues officielles s'est convaincu que ça servait à rien de continuer de revendiquer ça. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont publié un document sur l'interprétation et la portée de l'article. Et ce document-là était très bon. Et d'ailleurs, il a été présenté au juge Gaston. Le ministère de la Justice a repris des arguments qu'ils avaient faits autrefois dans une autre cause qui avait été présentée lors de l'abolition du programme de contestation judiciaire. Il y a eu un règlement en retour qui a fait en sorte qu'on n'a pas eu de décision. Mais moi, j'ai comparé le mémoire qui a été présenté là, le mémoire qui a été présenté à Gaston, c'était le même. Puis la décision Gaston que vous avez mis sur le tableau, c'est pris mot pour mot dans le mémoire du ministère de la Justice. Alors c'est là qu'il y a la contradiction. Comment ça se fait que Patrimoine canadien puis divers ministres sont en faveur de l'adoption de ce bill privé, puis que le ministère de la Justice est contre, puis que quand ça vient à la mise en œuvre, on a un ministère qui essaie de le favoriser, puis l'autre ministère qui essaie de l'empêcher. Ça, c'est mon premier commentaire. Le deuxième commentaire, c'est que le juge Gaston a mal appliqué les règles d'interprétation. Je veux dire, c'est pas vrai qu'on ne peut pas interpréter une clause générale. On est plein de clauses générales dans chaque loi. Ces lois quasi constitutionnelles apportent ça. Alors, il y avait le droit d'aller voir les documents préparatoires de l'objet de la loi. Il s'est complètement trompé parce qu'il a l'air de dire que ça prend un règlement pour décider à porter la loi. On n'a pas besoin de règlement, jamais. Le règlement n'a pas pour objet de créer des lois. Alors lui, il a l'air de dire, je ne peux pas créer des lois, il n'y a pas de règlement. Il a mal interprété, il a mal appliqué les règles, et moi je pense que ça devrait être renversé. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas avoir... Merci. Évidemment, je ne suis pas juriste, là, donc je n'ai pas toutes ces subtilités-là, mais ça reste que sur la question des règlements, évidemment, comme je l'ai dit, là, je ne fais pas l'apologie de Gascon, mais Gascon semble dire des choses que sociologues, politologues, linguistes ont dit à propos de la partie 7. Et donc, ça peut apparaître, d'un point de vue non juridique, ça peut apparaître comme étant une suite logique des travaux des 15 dernières années sur l'inefficacité de la partie 7.
on peut avoir un autre argument juridique là, sur une mauvaise interprétation, comme vous le faites, puis ça, c'est pas de mon ressort, je vais vous le laisser à vous, mais ça semble être en phase avec les travaux des 15 dernières années. Donc, je pense que quand on dit, plusieurs disent qu'on arrive peut-être à la fin d'une logique interprétative sur la loi sur les langues officielles, ce qui justifie aussi une modernisation. Cet arrêt-là participe de cette réflexion-là, à tout le moins. Là. Une petite réaction, commentaire de monsieur. Ah oui. Donc, la réponse, c'est oui. Et je pense qu'il y aurait deux aspects de l'enjeu. Mettons, quand on parle de promotion de l'usage de l'anglais ou du français dans la société, bien, ça veut dire quoi? Bien, premièrement, ça voudrait dire peut-être un usage accru par les membres de ces communautés-là qui sont déjà en place. Donc, une augmentation de leur capacité de pouvoir utiliser leur langue, une augmentation du statut social accordé à la langue qui va encourager les gens à vouloir l'utiliser davantage. L'autre volet, évidemment, c'est la promotion de la langue chez ceux qui ne la parlent pas déjà ou qui n'appartiennent pas à cette communauté linguistique. Et ça, je pense qu'il y a deux enjeux. D'une part, je pense que plus les communautés de langue officielle en situation minoritaire font preuve de vitalité elles-mêmes, ça va avoir un effet d'attraction pour ceux qui les côtoient, donc ça va avoir des répercussions au sein de la majorité. Mais d'autre part, il y a aussi le financement pour les programmes d'immersion. Il y a toutes sortes de choses que le fédéral peut faire pour encourager l'apprentissage de l'autre langue officielle. Et ça, évidemment, ça rentre dans le cadre de la partie 7. Est-ce qu'il y aurait lieu à préciser le genre de mesures qui pourraient être prises? Sûrement, mais ce n'est pas un domaine que je connais particulièrement bien. Donc, je m'en laisserai à d'autres qui le connaissent mieux que moi. Merci, Pierre Fouché, professeur, qui sera à la retraite l'année prochaine, en 2020. Mais toujours intéressé. Si vous venez à Vancouver la semaine prochaine, vous allez encore entendre parler de la partie 7 et du jugement Gascon. Vous apprendrez notamment que j'ai recensé au moins 2 ou 3 décisions judiciaires qui ont imposé des obligations linguistiques en l'absence d'un règlement, de sorte que c'est effectivement un faux prétexte. Et la façon dont j'interprète tout le débat, à la fois sur la partie 7, mais plus globalement sur l'application de la loi des langues officielles, sous un angle à la jonction de la science politique et du droit constitutionnel, et c'est la question de la séparation des pouvoirs. Tout le monde se renvoie la balle et personne ne fait rien. Le législateur prend une petite loi, le gouvernement n'adopte pas de règlement, le juge dit « moi, je ne m'en mêle pas », et pendant ce temps-là, il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? Et puis, peut-être tout de suite. Moi, c'est un aspect que je voudrais faire un peu plus de millage sur la question de la dualité ou du dialogue, du nécessaire dialogue avec les anglophones ou avec de l'ensemble des Canadiens par rapport à la partie 7. J'ai un malaise avec entente exécutoire avec les communautés minoritaires. On a entendu lors du symposium de Mélanie Joly très fortement, puis hier matin dans le devoir de philo, l'importance d'engager les anglophones, si on veut parler de ça pour hors Québec, dans l'histoire qu'on veut raconter, dans le projet qu'on veut se donner, rendre exécutoire des initiatives négociées avec les communautés francophones. Je comprends, ça peut être plus de services en français, ainsi de suite, mais on sait qu'une réticence peut venir du côté de la majorité qui ne comprend pas bien c'est quoi ce projet-là. Et comment on les engage, comment on engage les gens dans un dialogue? Et imaginez-vous une entente exécutoire au Québec avec la communauté anglophone, alors que les institutions fédérales ont aussi un mandat par rapport aux faits français partout au pays, dont le noyau se situe au Québec. Puis il y a des craintes par rapport aux faits français dans l'avenir. En tout cas, nos ententes en immigration reflètent ça. Comment on rend exécutoire une entente avec des groupes minoritaires alors qu'on sait que ça va prendre l'adhésion de la majorité? Et je ne sais pas, il y a quelque chose qui manque, et peut-être parce qu'on a une vision très... Tout à l'heure, vous parliez d'une fin d'une logique de Non, fin d'une logique. J'avais envie d'entendre fin d'une logique de minoritaire ou fin d'une logique d'un discours de minoritaire. Il faut que ce soit l'affaire de tout le monde. Et l'idée d'entente exécutoire avec les classes hommes, je ne sais pas, ça ne règle pas le problème qui a été souligné très fortement lors du symposium, puis un peu hier matin aussi. Comment on concilie ça? Rapidement, sur la question d'Éric, parce que dans la proposition de règlement que j'ai faite au Sénat, je ne parle pas d'entente exécutoire comme Éric, mais je parle d'un règlement d'application qui devrait ouvrir la porte à une plus grande possibilité ou des plus grandes possibilités liées à l'autodétermination des communautés. Et que ça pourrait inclure, par exemple, le transfert de responsabilités ou de services vers des organismes de la communauté qui sont par épaule. Bon.
dans une perspective d'accroître l'autonomie des communautés. Pour moi, ça pourrait être une possibilité innovante qui s'inspire aussi de mesures ailleurs en Europe de protection des minorités. Donc, peut-être qu'il faut engager la minorité pour faire accepter ce genre de modèle-là, mais je ne pense pas qu'il faut limiter nos ambitions en fonction des craintes de la majorité non plus. On peut proposer des modèles et voir, d'une part, est-ce que ça correspond aux ambitions de la communauté? Ça, il faut le vérifier. Quand je suis dans les conférences en santé, on me dit toujours, ben oui, mais on n'aura pas un Montfort à Vancouver. Je suis d'accord, mais on pourrait moduler cette aspiration-là en fonction des besoins des communautés. Et une fois qu'on a ce discours-là d'établi, cette possibilité-là d'établi, bien là, on verra quels aménagements seront nécessaires avec la majorité, mais ce n'est pas un jeu à somme nulle, là, ici. Donc, donner plus d'autonomie aux communautés minoritaires, ça ne veut pas dire en enlever à la communauté majoritaire. Une question financière, mais c'est un... Peut-être pour réagir aussi à la même question, peut-être pour replacer ma proposition en contexte, je n'ai pas eu le temps d'expliquer beaucoup là, ce que j'avais envisagé. Moi, je ne prétends pas que des ententes exécutoires épuiseraient ce que doivent faire les institutions fédérales en vertu de la partie 7, mais c'est que une des choses que les institutions fédérales sont censées faire, c'est d'appuyer les communautés. Ce que ça exige en pratique, ça, c'est quelque chose qui peut seulement être découvert en discutant avec ces communautés-là elles-mêmes. Donc là, dans la mesure où il y a un désaccord entre la communauté et l'institution fédérale sur ce qui aurait dû être fait, le problème avec le statu quo, c'est que la norme juridique est tellement générale que c'est difficile d'arriver à une mise en œuvre judiciaire. C'est-à-dire que c'est difficile de se retourner vers les tribunaux et dire telle institution aurait dû faire telle chose, elle ne l'a pas fait, et donc elle a contrevenu à son obligation. Donc le but des ententes exécutoires, ce serait justement de prévoir un mécanisme qui préciserait davantage ce qui serait requis dans le cadre du mandat de telle institution fédérale vis-à-vis de la communauté de langue officielle en situation minoritaire de son ressort. Selon moi, ça, les institutions fédérales concluent souvent des ententes de cette nature-là avec différents organismes communautaires dans toutes sortes de différents contextes. Donc, je vois difficilement pourquoi ça créerait un problème dans la mesure où ça ne prétend pas épuiser ce que la partie 7 est censée faire ou imposer comme mandat. En réponse à la question de Pierre, écoute, je suis entièrement d'accord que puis en partie, ça revient encore au même problème du fait qu'il y a un objectif très complexe qui est visé, c'est-à-dire on veut que tout l'État fédéral modifie en quelque sorte son empreinte sociolinguistique sur la société de différentes façons et qu'il prenne telle et telle mesure particulière et en plus qu'il modifie sa façon de faire dans ses activités plus générales. Définir tout ça, c'est extrêmement complexe le législateur, lui, aime l'idée, mais il ne veut pas préciser plus que ça. Puis là, il s'en remet aux tribunaux. Puis les tribunaux se disent, bien, écoute, on n'a pas... Je pense que dans le fond, le réflexe qui anime les tribunaux, comme un juge comme Gascon, c'est, écoute, on n'a pas les capacités institutionnelles pour s'adonner à cet exercice-là. Il y a un travail administratif qui doit être fait, qu'on n'est pas en mesure de faire. Et donc là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait avec un problème comme celui-là. Je trouve que ça ressemble un peu à l'article 23 à ce niveau-là.